Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, nous sommes à Brest avec Baudouin Verken, le cofondateur d'Ecotri. Ecotri, c'est un champion français qui gère des forêts et qui permet aux entreprises et aux particuliers d'investir dans des arbres, dans la biodiversité et dans les puits de carbone. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices, de Marseille à Brest en passant par Lille ou Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Épisode passionnant aujourd'hui si vous voulez tout savoir sur les arbres, tout savoir sur nos forêts françaises ou amazoniennes. Baudouin va nous expliquer comment ils sont partis à 4 au Danemark et ils sont revenus avec une idée de start-up devenue scale-up. Désolé pour tous ces mots anglais, mais ça gère aujourd'hui 1200 hectares de forêt en France. C'est parti! Bonjour Baudouin. Bonjour Guillaume. Ravi d'accueillir aujourd'hui Baudouin Verken, le cofondateur d'Ecotri. Merci Baudouin d'être avec nous. Pour commencer, la question classique, est-ce que tu peux pas nous pitcher, mais en tout cas nous présenter en quelques mots Ecotri? Avec grand plaisir, merci Guillaume. Donc en fait Ecotri, on est leader européen des solutions fondées sur la nature. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ecotri permet aux particuliers et aux entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes en France et en Europe. Donc Ecotri est certifié B Corp et on est pionnier dans notre approche en fait éthique de la certification carbone, puisqu'on a développé une solide expertise dans le déploiement et le suivi de projets totalement intégrés afin que ceux-ci agissent contre le dérèglement climatique et le déclin de la biodiversité. Donc on veut que nos partenaires puissent revendiquer et valoriser au mieux en fait ces différents avantages environnementaux, sociaux et économiques à travers leurs engagements. Bon, super programme, bien dans l'actualité parce que il y a des nouveaux rapports du GIEC qui viennent de sortir. Comment tu fais? Comment c'est quoi votre modèle? Comment ça marche? Déjà, alors tout est né au cœur de la forêt puisque Ecotri est né d'une innovation juridique, puisque nous, Ecotri, on reprend des terrains abandonnés, des anciennes terres agricoles ou même des forêts en carence de gestion, et on permet aux particuliers et aux entreprises de se porter acquéreurs d'arbres qui sont plantés et gérés par l'équipe d'Ecotri. Voilà, ça c'est notre innovation, c'est de permettre à nos clients d'être propriétaires de ces arbres sans être propriétaires du foncier, mais ainsi de participer à ce grand défi qui est de gérer durablement des forêts ou de créer, restaurer des forêts. Donc juste pour comprendre, c'est quoi l'innovation juridique? C'est-à-dire que toi tu es propriétaire du tréfonds et juste de l'arbre. Exactement, t'as tout résumé et ça en fait ça avait pas été appliqué à la forêt. On a eu des mécanismes semblables sur dans l'immobilier. Dans l'immobilier complètement. Alors ça s'appelle concrètement le démembrement de propriété, mais on a des initiatives qui s'apparentent à ça, par exemple sur les vignes ou autres. Mais appliqué à la forêt, ça avait jamais été mis en place. Donc ça a été vraiment un chantier d'innovation qu'il a fallu faire reconnaître. Et il y a des forêts abandonnées? Ça paraît alors, ou des terrains comme ça, laissés à l'abandon sur lesquels vous arrivez à mettre la main? En fait, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance, c'est qu'on a un territoire qui est riche en écosystèmes forestiers, puisque un tiers de notre territoire, c'est du couvert forestier. Mais on dénombre aussi beaucoup de propriétaires forestiers et beaucoup de petits propriétaires forestiers qui sont propriétaires de ces forêts, mais qui ne le savent pas forcément, ou s'ils le savent, qui savent pas exactement où s'arrête le cadastre, et ils n'ont soit pas le temps, soit pas le savoir, justement pour gérer ces petites parcelles de forêt. Ok. Et vous, comment tu les contactes? Comment tu les trouves? Alors parce que notre activité de forestier justement nous amène à aller sur le terrain, nous amène à rencontrer ces propriétaires, et justement à se porter acquéreur de ces fonciers et derrière de les reprendre en gestion pour opérer toute la mécanique Ecotri derrière. Et c'est toujours vos
vos terrains. Vous faites pas ça sur les forêts des autres, quoi. Alors si, on a aussi une intervention sur du foncier tiers, Ouais. notamment à travers notre contribution pour les forêts incendiées. On apporte notre petite pierre à l'édifice puisque on a inventorié, recensé dans des régions de France des forêts qu'on va soutenir et aider et restaurer suite à ces forêts incendiées. Ouais. Et je sais pas si tu peux en parler ouvertement ou en tout cas donner une fourchette, un ordre d'idée, mais ça coûte combien, un mètre carré ou l'hectare, je sais pas quelle est votre unité de. Alors en forêt, on raisonne en hectares. Ouais. Alors après, c'est vraiment le principe d'une moyenne, hein, ça veut tout dire et n'importe quoi. On va être sur des fonciers forestiers qui sont entre 5 et 7 000 euros l'hectare. D'accord. Voilà. Mais sachant qu'on a aussi une partie de notre activité où on va créer de la forêt, comme je l'évoquais. Et donc, on va se positionner sur des anciennes terres agricoles ou des prairies ou des terres en friche. Voilà. Donc, où là, c'est d'autres ratios, d'autres moins métriques. cher. Ouais. Moins cher et parfois, il y a des pollutions. Il y a des pollutions. Ouais. Il y a des poils éventuels. Bah justement, déjà une des premières vertus à travers la reprise de ces terrains-là, de ces fonciers-là, et le fait de créer de la forêt, c'est que les arbres par nature permettent de dépolluer les sols. Ouais. D'accord. En partie. Certaines essences plus que d'autres. Alors c'est comme tout en forêt, tout part du sol. Donc à chaque fois qu'on a une reprise d'un projet, on va faire des analyses et des diagnostics de sol pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut planter comme essence. Ok, compris. Et du coup, vous les trouvez où les fonds pour acheter et investir? Eh ben les fonds, Écoterie donc qui est une entreprise. Et donc, dans notre modèle, on va soit emprunter de l'argent auprès de nos partenaires bancaires pour avoir tout le temps de monter le projet. Entre le moment où on va faire l'acquisition, après il va y avoir tous les travaux forestiers derrière. Donc ça va être les diagnostics, les préparations de sol par exemple, la mise en place d'itinéraires sylvicoles, avant qu'on puisse proposer justement à nos clients, particuliers comme entreprises, de se porter acquéreurs d'arbres. Ou même de financer, d'acheter du carbone vérifié sur ces forêts, voilà. Ok, donc t'as un portage financier par la dette et au plus vite tu fais rentrer du cash par tes clients pro ou privés. C'est quoi la répartition des deux? Alors en 2023 là à date, on est vraiment sur un 80-20. À 80%, nos partenaires ce sont des entreprises, des corporates, et à 20% ce sont des particuliers qui s'inscrivent vraiment dans cette logique d'investissement participatif au sein des forêts, puisqu'on va retrouver plein de copropriétaires d'arbres. Ouais. Et du coup, là, tu es tributaire du temps que prend l'arbre pour pousser, j'imagine. Exactement. Donc ça, on ne déroge pas à la règle du temps de la forêt. Hein, c'est le principe. Il faut respecter ce temps de la forêt. Et donc, on est forcément sur des échelles de temps qui parfois peuvent dépasser la capacité de l'être humain, qui est souvent pressé par le temps. Ouais. Mais voilà, c'est le temps de la nature et il faut qu'elle fasse son œuvre. Donc ça marche comment? Il faut combien de temps Alors chez Écoterie, nous, selon les projets qu'on porte et les projets qu'on réalise, on va avoir des essences d'arbres qui peuvent être coupées sur une dizaine d'années. Et ça, c'est en général ce qu'on appelle des arbres d'éclaircie, c'est-à-dire c'est des arbres qui ont permis de lancer la forêt et qui sont prélevés dans les premières années, puisqu'ils vont laisser la place et permettre à des arbres d'avenir, des peuplements d'avenir, de croître et de continuer de grandir. Donc ça va entre une dizaine d'années jusqu'à une centaine d'années quand on s'inscrit sur des essences comme le chêne. Ouais. Et du coup, c'est quoi les étapes là pour vous là dans ces 10 premières années? C'est quoi votre quotidien, votre action? Nous, notre quotidien, c'est à travers ces forêts, c'est que comme on monte les projets, on est les gestionnaires après de ces forêts. Donc là, après, on est comme des gestionnaires ou d'autres forestiers. C'est que on va appliquer et mettre en place tous les itinéraires sylvicoles. Et donc, selon la nature d'une forêt, il y a des interventions qui sont planifiées à l'avance et qui permettent tout au long de la vie, du cycle de vie de la forêt, d'intervenir pour qu'elle soit gérée durablement. Alors, concrètement, c'est quoi? Parce que j'ai un peu entendu, il faut rien faire parce que la nature, normalement, elle est autonome. Et puis, l'arbre qui meurt, ça fait une souche pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes.
Ou est-ce qu'il y a quand même une interaction minimale qui peut être bénéfique? Alors, il y a une interaction minimale puisque le bon forestier, tout l'art du forestier, c'est d'accompagner la nature, mais sans se substituer à la nature. Et il y a une image qui est très parlante, c'est que souvent, à l'heure où on oppose les genres, il faut vraiment voir le rapport du forestier et même de l'humain du coup, puisque le forestier est un humain, à la forêt, comme le rapport, par exemple, de la cigogne avec les humains. Les cigognes ont besoin des habitats des humains pour créer leur nid, se nicher. Voilà, donc il y a une réelle cohabitation. Et en forêt, c'est pareil. Le forestier, les forêts ont besoin du forestier pour que les forêts puissent être accompagnées dans le respect de la nature et sans se substituer à la nature. Et donc il y a des règles, il y a des principes, il y a un savoir-faire pour justement respecter cette nature. Et on voit par exemple dans des projets de boisement ou de reboisement, les premières années elles sont cruciales parce que souvent il y a de la mortalité de plants. Et donc tout le travail, par exemple, du forestier, c'est les 5 premières années, c'est de revenir régulièrement sur le terrain. Et il a un certain nombre de choses qu'il fait. Par exemple, il va détourer les plants, s'assurer que la végétation autour ne vienne pas étouffer cette plantation. Il va parfois regarnir quand il y a eu de la mortalité de plants. Et toutes les premières années, en fait, il faut voir une jeune plantation, un peu comme une couveuse, où le forestier va intervenir et s'assurer de la bonne santé des plants et de la bonne croissance des arbres. Puis après, sur d'autres stades de développement de la forêt, il y a ce sujet-là de se dire, il y a certains arbres morts ou ce qu'on appelle souvent des arbres sénescents ou même des îlots sénescents que volontairement on va garder, conserver parce que elles ont un intérêt particulier, parce qu'elles accueillent de la biodiversité et elles viennent réconcilier tous les enjeux de faune et de flore. Et donc tous ces sujets-là, toute cette réflexion-là, c'est le forestier qui les met en place à travers sa gestion forestière, en intégrant justement des critères de biodiversité. Et de faire de ces forêts justement des forêts qui soient multifonctionnelles et qui soient aussi des écrins de biodiversité. Parce que j'imagine que les animaux aussi ont un impact sur les arbres, sur les arbustes, sur tout ce qui casse, ce qui mange, et qu'il faut qu'ils soient là. Donc c'est le sujet plus de biodiversité que de carbone là. Et est-ce que ces petites parcelles sont du coup clôturées, empêchent cette faune de circuler? Non. Alors nous, dans nos forêts que nous reprenons en gestion, dans les projets que nous montons, les forêts ne sont pas clôturées. Voilà. Sur, par exemple, les plantations, on a cet enjeu qu'une jeune plantation peut être une alimentation pour certains gibiers. Et c'est pour ça que dans ces jeunes plantations, on va soit les protéger, voilà, pour éviter qu'elles soient mangées, ou soit on va mettre des répulsifs naturels à base de graisse de mouton. Ça s'appelle du tricot, donc rien à voir avec le tricot de nos grands-mères. Et en gros, ce sont des répulsifs naturels qui permettent de protéger ces jeunes plants. Et bien évidemment, il y a toujours, mais c'est le principe des forces de la nature, ces équilibres en présence qu'il faut savoir respecter et voilà. J'avais lu un édito de Gaspard Koenig qui s'est baladé à cheval et qui regrettait qu'en France on ait finalement de l'espace naturel qui soit privatisé de plus en plus et du coup des forêts que tu ne puisses plus traverser à l'inverse de l'Allemagne. Mais il regrettait aussi que finalement il y ait ce manque de culture, du respect de la parcelle d'autrui ou en tout cas de la nature, qui fait que ça aboutit. Tu sais pas quelle est la poule et l'œuf, mais bref. Ouais, mais je vois très bien cette ambivalence où on veut qu'elle soit accessible à tous, ce qui est quand même, ce qui est vrai. Et après, on a notre droit, si on regarde la France, c'est le principe de la propriété privée. Et c'est toute la particularité, parce que si elle est privée et qu'elle est bien entretenue, gérée par des propriétaires, il faut respecter ça, puisque derrière la forêt est un outil de bien commun, puisqu'elle va apporter plein d'autres bénéfices pour l'eau, l'air, on a dit la biodiversité. Donc même aux alentours des forêts bien gérées, ça bénéficie au plus grand nombre. Donc il y a toujours ces sujets-là autour de la propriété privée, d'accès aux forêts. Après, heureusement quand même en France, 25% de nos forêts sont des forêts publiques, accessibles au grand public justement, pour des usages récréatifs.
et que du coup elle laisse aussi l'occasion aux citoyens de se promener, et de découvrir ces écosystèmes. Elle va bien, la forêt française ? Alors la forêt française en soi, elle va bien dans le sens où elle a plein de métriques ou d'indicateurs positifs, en ce sens où depuis des centaines d'années, elle grandit en surface. Voilà. Depuis plusieurs centaines d'années, y compris ces dernières décennies, on a l'impression que n'importe quoi. En France, globalement, notre forêt croît. Voilà. Après, c'est toujours le sujet de comment elle croît et du sujet du qualitatif. Donc ça, c'est un vrai sujet pris par les forestiers. Après nous, aujourd'hui, donc ça veut dire qu'en France, globalement, nous n'avons pas de problématique de déforestation. Ce n'est pas notre enjeu. Notre enjeu va être sur la gestion durable, justement, de nos forêts et d'arriver à gérer durablement tout notre couvert forestier. Voilà. Et après, on a une vraie préoccupation qui est dans la tête de beaucoup de forestiers, c'est qu'aujourd'hui, nos forêts françaises portent déjà certains stigmates du dérèglement climatique. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des forêts qui dépérissent en France, voilà, qui sont en train de mourir. Donc, il y a ce sujet de comment on arrive à préserver, on va dire sauvegarder nos forêts, et à la fois aussi à les adapter à ce changement climatique qui s'opère et qui continue, sachant que toute la spécificité, c'est que il faut voir à des dizaines d'années, parce que quand on met des actions forestières en place dès à présent, on va en voir les fruits sur des dizaines d'années. Donc il y a cette réelle préoccupation pour les forestiers d'adapter ces forêts à des hausses de température que l'on observe. Et à la fois, la forêt est un outil qui permet de contrer à sa manière certains effets de bord du réchauffement climatique. Donc c'est un maniement complexe. Voilà. Vous avez pris des hypothèses déjà? Vous plantez des pins méditerranéens en Bourgogne? Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà le principe de base, c'est que à travers une gestion durable forestière, on va toujours favoriser les multi-essences. On va être sur des forêts multi-essences. Donc déjà, quand une forêt est composée de plusieurs essences, déjà on anticipe le fait que, comme elle est diversifiée, qu'elle soit plus résistante, et on parle de résilience en forêt. Mais bien évidemment, on voit que en France, on a des essences qui étaient principalement dans le sud, qui sont implantées, on remonte le nord, et qui fonctionnent bien. Et donc on voit bien ce sujet lié notamment au changement climatique. Je n'ai pas complètement craqué pour ceux qui nous écoutent, mais parce que la question que je vais poser vient d'un livre qui parlait de ce que ressentent les arbres ou comment ils communiquent. Donc il y a un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres qui évoque tout ça. C'est quelque chose qui vous a inspiré, que tu as lu. Est-ce que tu pourras peut-être mieux en parler que moi pour comment des arbres mettre en place des mécanismes défensifs vis-à-vis de la température ou d'un nuisible? Non, mais ce qui est intéressant à travers ce livre, c'est que ce livre met en lumière le fait que les arbres sont des êtres vivants, qu'ils communiquent entre eux, notamment à travers le système racinaire, qu'on voit bien aussi qu'il y a des essences qui peuvent cohabiter les unes avec les autres, voilà. Donc c'est extrêmement intéressant tout ça. Ouais. Et donc on voit qu'on est dans tout l'aspect fascinant du monde du vivant à travers la forêt. J'ai revu Avatar avec mes enfants il y a pas très longtemps et en fait je me suis dit tiens, en fait c'est ça quoi, tu as tout ce système racinaire qui fait que les arbres communiquent entre eux, et peut-être que nous on arrivera à se plugger nous aussi là-dessus, en tout cas à les comprendre, mais c'est ce que vous faites alors. Compris, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, moi qui suis en Méditerranée, qui est parfois aussi la tristesse de voir des incendies avec beaucoup de pins qui brûlent vite et qui du coup ne repoussent pas. J'imagine que le fait de multiplier les essences permet de contrer ça. Oui, après il y a comme tout, le risque zéro contre les incendies n'existe pas. Mais donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui permettent de limiter justement
ces incendies, notamment avec ces mélanges d'essence. Parce qu'il y a certaines essences d'arbres qui brûlent moins vite, donc qui peuvent créer des paravents. Le fait de la façon dont ils sont plantés, est-ce que on est sur des forêts denses ou pas denses, voilà. Est-ce que tu avais fait le cas du coupa qui repousse, alors que les pins ont leurs aiguilles qui brûlent, apparemment c'est une fois que c'est brûlé, c'est mort. Ça joue pas mal. Bon, ok, passionnant. Donc ça je pense qu'on a bien compris pour votre action durable pour nos forêts. Derrière, donc qu'est-ce que vous en faites? Quel est le modèle économique d'Écoterie et comment vous gagnez de l'argent en faisant du bien à la nature? Alors notre modèle économique, il repose sur le principe qu'on permet à nos clients de se porter donc acquéreurs d'arbres. Sur l'acquisition de ces arbres, il y a une partie qui vient rémunérer le travail d'Écoterie. Voilà. Ouais. Et à côté, on a aussi toutes nos activités en faveur de la biodiversité, puisque Écoterie intervient sur différents théâtres d'opération. On restaure des zones humides, des mares, on en crée des mares, on plante des mellifères. Voilà, donc on a toute cette activité aussi où dedans, il y a le temps humain des femmes et des hommes qui portent les projets chez Écoterie. Et après, on a toute une activité servicielle auprès des entreprises, puisque notre mission est aussi de se reconnecter en amont auprès des entreprises pour les sensibiliser, les former sur ces grands sujets prédominants, sur toutes les thématiques climat, carbone, biodiversité. D'ailleurs, pour ça qu'on a monté une académie chez Écoterie. Et et on a tout cet aspect serviciel sur l'accompagnement de ces entreprises sur des sujets de transition, et qui nous rémunèrent. Alors, pour les particuliers, 20% de votre chiffre, j'imagine que c'est le plaisir ou même l'acte militant d'acheter un arbre perso. Pour les entreprises, est-ce que tu peux expliquer le mécanisme probablement de compensation carbone ou qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, les entreprises, elles viennent s'inscrire chez nous pour plusieurs raisons. Déjà, elles ont toute une responsabilité sur le sujet du dérèglement climatique, mais comme nous les particuliers, et nous on est un outil parmi tant d'autres qui permettent d'embarquer ces entreprises dans un chemin de transition. Voilà. Ouais. Et à travers ce chemin de transition, soit la problématique elle est carbone, et auquel cas on peut les accompagner justement à créer ou restaurer des puits de carbone en France et en Europe, avec derrière du carbone qui est vérifié, du carbone traçable, puisque on travaille avec Bureau Veritas qui est notre certificateur sur nos crédits carbone de nos forêts. Ouais. Donc là on est vraiment dans une approche carbone où nous notre enjeu c'est aussi de réconcilier une vision claire sur ce sujet de la neutralité, c'est-à-dire que les entreprises en amont doivent avoir des stratégies climat ambitieuses qui leur permettent justement de réduire, d'éviter, tout en finançant des puits de carbone, puisque elles ont toutes des postes d'émission de CO2 et de gaz à effet de serre incompressibles. Donc voilà, on les embarque sur le sujet du carbone. Ouais. Je me permets peut-être de resituer pour ceux qui sont moins familiers de ça. Chaque boîte a intérêt aujourd'hui à réduire déjà l'impact négatif qu'elles ont sur la nature et notamment sur la production de carbone. Et en même temps, si possible, à compenser. Et les puits de carbone sont une façon assez efficace, très efficace, de réduire tout ça. Mais on réduit, deux, on compense. Et vous êtes une solution pour les entreprises à ce moment-là. Et c'est là où je rebondis sur ce que tu dis. Donc nous on agit à travers la forêt. Donc on permet de séquestrer du carbone à travers la forêt. Mais c'est pour ça que comme nous, notre spécialité, c'est d'agir de proposer des solutions fondées sur la nature, parce qu'on voit que sur le sujet du carbone ou de la séquestration carbone, il peut y avoir aussi des solutions fondées sur la technologie. Voilà. Et nous, on agit sur le vivant, on agit sur les écosystèmes forestiers. Voilà. Mais après, on a aussi des entreprises. Et on voit que le cadre réglementaire s'est renforcé. Et il y a plein de choses qui s'accélèrent et c'est des bonnes choses, notamment avec la CSRD pour 2024 qui va concerner beaucoup plus d'entreprises en France et en Europe. On y intègre aussi ces sujets d'externalité positive pour la biodiversité. Voilà. Ouais. Donc, pas uniquement le carbone. Pas uniquement le carbone, ouais. Et donc ça aussi, ça se monitore. C'est pour ça que chez nous, nos chargés de biodiversité sont en mesure
de suivre cette accrue de biodiversité quand on intervient dans le temps. Alors ça prend un temps long, mais il y a des méthodes pour suivre ça. Il y a des KPI, des chiffres qui permettent de mesurer ça et qui permettent justement de tracer et de retracer toutes nos actions terrain pour des entreprises derrière qui veulent s'assurer qu'il y ait un impact. Et pour qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait un rapport d'impact qui soit clair et lisible. Donc en gros, je suis une boîte, je t'appelle et comment ça marche ? Je vais investir une somme X et je vais avoir des crédits carbone ? Alors c'est déjà si tu frappes à notre porte, nous on va aussi comprendre qui tu es en tant qu'acteur économique, d'où tu viens, est-ce que tu as structuré une démarche sur ces sujets environnementaux, est-ce que c'est une démarche d'entreprise, donc si auquel cas c'est une démarche d'entreprise, est-ce que tu veux embarquer tes collaborateurs sur cette question, puisqu'à travers l'entreprise elle a aussi une mission de sensibiliser, puisque quand on retourne chez nous, on a tous des comportements et des pratiques. Donc peut-être que tu vas commencer par former tes collaborateurs sur des sujets climat, carbone, biodiversité à travers l'Académie Écoterie, tout en mettant en place en disant écoute, moi je suis en train de faire un bilan carbone d'entreprise, je vois mes différents scopes, je vois mes postes d'émissions CO2 et je veux une politique ambitieuse collective avec mes collaborateurs. Je veux baisser mes émissions, mais en même temps je veux soutenir, je veux augmenter les puits de carbone, je veux de la tonne carbone vérifiée derrière, et je veux peut-être sortir de ces marchés un peu compliqués à comprendre ou à décrypter, ces marchés du carbone où vous achetez sur des places du carbone. Là, vous savez que votre carbone, il est issu de cette forêt qui est à quelques kilomètres d'un siège d'une filiale d'entreprise sur lequel, en plus, des collaborateurs peuvent être les propres auditeurs de notre démarche parce que ils peuvent se rendre compte sur le terrain de ce qui a été fait. Voilà, je peux témoigner, puisque nous, c'est exactement la démarche dans laquelle on est chez Newton Offices. On a fait ce bilan carbone, on est société à mission, on est en cours de labellisation B Corp, et comme ça te permet de boire un coup en plus. Et c'est de l'eau, je tiens à préciser. Et que peuvent boire les arbres. Et quand tu es dans cette démarche assez itérative, tu essaies de faire les choses bien, tu sais que t'es pas parfait, et c'est là où tu es parfois un peu paumé, donc c'est cool de tomber sur des acteurs comme vous, parce que il y a pas mal de greenwashing, tu peux un peu te perdre, et là on sait quel est l'acteur et quelle est votre démarche aussi pour compenser du carbone. Il y a Bureau Veritas qui valide derrière. On n'est pas en train de financer une asso à l'autre bout du monde où tu sais pas finalement où va passer ton argent, et surtout quel va être le réel impact à la fois sur la biodiversité et sur le carbone. Et tu vois, là, pour te donner un exemple, demain, donc du coup on a cette chance de faire un événement où on embarque des clients d'écoterie sur un de nos projets en Bretagne. Donc il y a aussi bien des clients particuliers que des entreprises. Alors bien évidemment, pour ce type d'événement, on n'en fait pas tous les 4 matins, parce que on les organise longtemps à l'avance pour que déjà éviter des déplacements de toute la France, sinon ça n'a pas de sens. Donc il y a ce système, on vient tous en train. Ce système-là pour les derniers kilomètres de covoit, mais où demain on va voir nos partenaires, on va leur présenter à travers des ateliers forêt, biodiv et autres, on leur présente ce qu'on fait sur le site, et puis on les forme en grandeur nature pour élargir aussi ce champ d'action qu'ils ont déjà mené, et puis ils attestent d'eux-mêmes de ce qui est fait, et on les embarque concrètement là-dessus. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on permet aussi à nos clients de se réapproprier cette démarche qui est nécessaire, et et on a besoin de vivants. Et tout est en France ? Tous vos arbres sont en France ? Non, alors du coup on est en France et en Europe, et notamment en Europe, donc on est au Danemark, on a ouvert plusieurs forêts au Danemark, et on a porté un projet aussi en Roumanie. Très bien. Et vous avez une histoire avec le Danemark ? Et on a, alors une petite histoire avec le Danemark, parce que c'est vrai que c'est un pays qui nous a inspiré, puis c'est surtout lors d'un voyage au Danemark, et précisément à Copenhague, justement que l'idée d'écoterie a germé, que cette petite graine a été posée en nous, sur cette envie d'apporter en fait notre énergie, notre temps,
sur un projet impact, puisque Écoterie c'est un projet impact. Et voilà. Et ce qui est vrai, c'est que là-bas il y avait encore les bouteilles consignées. Voilà, le Danemark est les pays du Nord, les pays scandinaves sont sans conteste. Ils ont des années d'avance sur le sujet de la transition écologique, donc derrière énergétique notamment. Voilà, et pour eux, c'est du bon sens d'investir et de s'investir sur ces sujets de transition parce qu'ils ont cette logique long-termiste. Et ils ont cette logique d'agir facilement pour les générations futures et pas être bloqués en disant tiens oui mais c'est pas moi qui enverrai les fruits et autres. Donc c'est vrai que Copenhague, le Danemark, le pays de la petite sirène, nous a inspiré là-bas et on s'est de retour en France qu'on s'est dit notre sujet autour de la forêt, comment on peut le traiter, comment avec notre fougue on peut et le digital, on peut apporter une solution à une problématique concrète. Très bien. Nous, du coup, chez Newton, quand on cherchait à avoir des bonnes actions, j'avais inconsciemment en tête que aller replanter des arbres, c'était plus possible parce que tout le monde faisait ça. Je trouve qu'il y a Fago qui a été fort là-dessus et je me suis dit c'est complet quoi. Il y a les embouteillages. C'est le cas ou pas ou c'est une vue de l'esprit? Alors déjà pour répondre en plusieurs points. Alors le premier c'est que on associe souvent les acteurs de la forêt ou de la reforestation à forestation. C'est vrai qu'on a souvent concentré notre esprit sur juste planter. Le sujet de la forêt est bien plus complexe parce que planter c'est bien. Mais faut la gérer dans le temps, sinon une plantation ça tient pas, ça marche pas. Voilà, c'est comme avoir des enfants et à 1 an les laisser en totale autonomie. C'est pas bien. Faut pas le faire. Voilà, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc voilà, donc ça c'est le premier sujet. Il y a la plantation, mais tout ce qui s'ensuit derrière. Et c'est pour ça que nous on s'inscrit vraiment sur le temps long de la forêt. On voit la forêt comme un cycle complet, une révolution complète de la forêt, ça c'est hyper important. Le deuxième, c'est que je veux dire, tu t'évoques Fago, alors ils ont été dans les premiers à proposer ça, donc c'était très novateur à l'époque, puisque comme tu l'évoques, aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui ont essayé d'emboîter le pas. Alors est-ce que c'est par mimétisme, on va dire, certainement il y a, et en même temps, si derrière les projets ils sont plantés correctement, les forêts sont gérées durablement, en fait, ils ont lancé un mouvement qui permet justement à des entreprises, alors très certainement, ça on le sait, on peut connaître peut-être pour des mauvaises raisons au départ, mais au final, est-ce qu'en faisant des bonnes choses, c'est pas ça aussi qui nous transforme de l'intérieur? Et en fait, donc ce qui était novateur à l'époque, en fait, maintenant va devenir, on va dire, un peu obligatoire, puisqu'on peut plus s'échapper de cette question-là ou de ce sujet-là sur le sujet du climat. C'est un peu comme la RSE dans ses premiers temps. La RSE, c'était très novateur. Beaucoup de structures disaient, en fait, ce n'est qu'un poste de coût, ça sert à rien. Alors il y a encore malheureusement des structures qui raisonnent comme ça. Aujourd'hui, ne pas avoir de logique RSE, ne pas avoir de ce que t'évoques, ce que vous faites chez vous, hein, mais cette logique de société à mission, de la loi Pacte, d'objet social ou sociétal d'entreprise, de ces raisons d'être d'entreprise. On voit bien que tout ça, c'est demain ces acteurs qui n'auront pas intégré ça, en fait, c'est des acteurs qui disparaîtront du marché. Donc avant, c'était un plus. Et maintenant, si vous le faites pas, ça va vous rayer en fait du paysage. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que les prémices, c'était on fait un peu moins mal, on essaie d'être un peu moins néfaste, en tout cas on essaie de limiter certaines externalités négatives. C'était un peu défensif dans les premiers temps. On s'est convaincu comme toi qu'il faut que ce soit offensif, stratégique, au risque de disparaître en fait. Et aujourd'hui, tu as besoin d'intégrer ça vraiment dans le moteur de ta boîte et de ton modèle économique. Sinon, ta boîte va peut-être tenir encore 10 ans, mais en tout cas, il y a des petits sujets pour la planète. Ouais, puis il y a ça, puis c'est vraiment un renversement de paradigme, parce que même aujourd'hui, dans cette recherche qu'on voit, les différents rapports RH collaborateurs, on voit bien cette recherche de sens. On voit bien aussi le fait de pouvoir mettre ses talents au profit de projets impact. Donc il y a aussi ce sujet de l'humain, de comment on veut recruter aussi, voilà.
Donc il y a ça, et puis comme nos activités économiques, en fait, elles créent des impacts sur l'environnement, mais en plus on dépend de l'environnement sur beaucoup d'activités économiques, ne serait-ce que par les ressources naturelles et les matières premières. Bien sûr. Comment vous choisissez, je reviens sur votre forêt, mais vos forêts, comment vous choisissez les essences à planter? Tout part du sol. Donc tout part du sol, c'est-à-dire qu'on fait des études de sol, on fait ça s'appelle des carottages, et ce carottage nous permet de voir la composition du sol, et à travers la composition du sol, on sait quelles essences peuvent être plantées. Ok. Là aussi, il y a eu des bugs quand tu disais que beaucoup ont voulu juste planter. Il y a des erreurs qui ont été faites. Alors il y a des erreurs qui ont été faites. Donc si on est dans l'observation des faits, c'est malheureux, mais à l'échelle planétaire, il y a eu plusieurs grandes campagnes de boisement ou de reboisement à différents coins du globe qui se sont soldés malheureusement par des grands échecs, puisque ça a été planté trop rapidement, pas en prenant en considération peut-être suffisamment les sols, et surtout derrière sans assurer ou anticiper cette gestion durable. Donc on a vu des grands projets de plantation ratés complètement. Voilà, donc tout ça nous ramène au fait que ça ne s'improvise pas. Il y a une expertise derrière, il y a un savoir, et voilà. Tu parlais aussi tout à l'heure des petites parcelles. Est-ce que, comme dans l'agriculture, lors de la révolution agricole, il faut les remembrer pour être sur des tailles plus pertinentes pour les travailler? Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette logique de remembrement. Nous, dans certains coins de France, on arrive justement où on a commencé sur des toutes petites parcelles et on arrive à remembrer certaines forêts. Donc ça a du sens parce que forcément c'est plus facile de gérer des plus gros ensembles forestiers. Voilà. Très bien. Très bien. Clair. Quand on pense forêt, déforestation, on pense souvent à Amazonie. Tu peux nous en dire plus sur c'est vraiment une catastrophe écologique en cours. Ça s'arrête depuis qu'il n'y a plus l'ancien président. Ce qui est sûr, c'est que on parle beaucoup de l'Amazonie, mais il y a pas que l'Amazonie où il y a de la déforestation, parce qu'on en a aussi en Asie, on en a aussi en Afrique, voilà. Donc ces sujets de déforestation, en fait, le double drame, c'est que d'une part, ce sont des puits de carbone en moins qu'on supprime, et que d'autre part, comme il y a des changements d'utilisation de ces sols, parce que principalement ces forêts qu'on rase, en fait, elles servent demain à faire de l'agriculture, faire de l'agriculture pour de l'agriculture intensive. Donc du coup, qui va réémettre des gaz à effet de serre à travers toute la chaîne économique qui s'ensuit. Ouais, donc t'enlèves le positif et tu rajoutes un plus du négatif. Ouais. Très clair. Pour en revenir à vous, à Écoterie, vous êtes basé où? Alors nous, Écoterie, on est basé. Alors notre siège historique est en Bretagne, précisément à Brest, mais on est du coup entre Brest, Paris, Copenhague, voilà. Et depuis peu là, on a aussi un bureau à Toulon. Tu vas dire Brocéliande, mais non. Donc ça te rapproche de chez toi. Oui. On va pouvoir se voir, du coup. Il y a un intérêt pour vous d'être à Brest, d'être en Bretagne. C'est vos origines. En quoi ça a joué? En quoi ça a joué, c'est qu'on voulait un terroir et un territoire d'expérimentation. Quand on a démarré, c'est vrai qu'on avait des appétences pour la Bretagne. Voilà, dans l'équipe il y a des Bretons. Mais voilà, on voulait un point d'ancrage, un berceau. Du coup, on a démarré en Bretagne et on est exporté au-delà de la Bretagne, puisque maintenant on intervient sur d'autres régions françaises. Mais donc voilà, on voulait être enraciné, avoir un port d'attache, et c'est pour ça qu'on a démarré cette histoire en Bretagne.
C'est le cas de le dire. Il y a plein de jeux de mots que j'évite de faire depuis tout à l'heure entre les graines enracinées. T'en prives pas, c'est ça. Ouais, il faut. Et donc vous avez à Brest ou là où vous êtes à la fois les matières premières, les forêts, puis toutes les compétences, tous les talents à recruter. Exactement. Et l'écosystème qui vous accompagne. Pour les financements, ça se passe en local aussi? C'est des banques locales ou c'est plutôt national que ça se joue? Alors ça dépend sur les types de financement, mais on travaille aussi en local. Hein. On aime ce circuit court, voilà, et en même temps on a opéré des levées de fonds, et donc là, c'est selon les investisseurs, ça peut être plus national. Ouais. Du coup, pour ceux qui aiment les chiffres, puisqu'on parle de levée de fonds, ou plus globalement, si tu n'as pas envie de donner les montants des levées, qu'est-ce que tu peux donner comme chiffre sur Ecotree pour un peu mieux mesurer là où vous en êtes? Non, mais la dernière levée de fonds, on a levé plus de 12 millions d'euros. Voilà, donc c'était en juin dernier, dans cette volonté justement de démultiplier notre impact sur le terrain. Et juin 22 alors. Juin 2022, pardon, excuse-moi. Non. Exactement. Et pour démultiplier notre impact sur le terrain, sachant que Ecotree a du coup renforcé aussi ses équipes avec de nouveaux talents précédemment de cette levée de fonds. Et donc voilà, notre mission elle est claire. On veut maintenir cette cette vision qu'on a d'être leader sur des solutions fondées sur la nature en France et en Europe. Ouais. Du coup, ça fait combien d'hectares de forêt? Donc ça fait en termes d'hectares de forêt, on est à plus de 1300 hectares de forêt. Ouais. Voilà. Donc justement dans cette logique, on a plein de forêts qui sont parfois de petite taille, parce qu'en forêt 1200 hectares en fait c'est très petit. Hein. Voilà. Mais donc notre capacité justement à intervenir sur des différents types de surfaces et parfois des très petites surfaces, puisque c'est là où il y a des besoins de gestion justement. Très bien. Moi, je suis dans le secteur de l'immobilier. Il y a la construction bois qui est en vogue et qui est aussi une des solutions au problème du carbone. Mais j'entends qu'on manque de bois en France, ou en tout cas que la filière bois n'est pas ou plus constituée, et que c'est un manque. Donc, on est obligé d'aller chercher du bois en Europe centrale. C'est quelque chose qui a été pris en compte. Il y a une prise de conscience là-dessus. Ça se réorganise. Alors, il y a une prise de conscience. Après, il faut savoir aussi que la filière bois et forêt en France, c'est 400 000 emplois, hein, donc c'est une très 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 grosse filière. Et donc du coup que cette filière, forcément, elle doit s'organiser, se réorganiser. Et que c'est vrai qu'il y a ce sujet où on a des forêts en France, on a un très gros couvert, on a de la ressource bois. Et aujourd'hui, on a de la difficulté justement à la transformer intégralement sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'elle est souvent, cette ressource bois, exportée à l'étranger pour être réimportée derrière, par exemple. Voilà. Ouais, donc tout l'aval de la chaîne qui, pour l'instant, est pas reconstitué ici, quoi. En tout cas, pour le sujet de la construction bois, on a un vrai sujet de filière pour avoir cet appareil, on va dire, industriel, qui permettrait justement de fournir ces constructions bois qui sont amenées à être démultipliées, je l'espère, dans les prochaines années. Bon, espérons-le. Merci. Beau projet. J'y vois beaucoup plus clair du coup. Merci. Du coup, on arrive à la question philosophique de chaque fin d'épisode, qui est quel sport fais-tu? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas pour t'aérer l'esprit, même si toi, pour le coup, tu t'es souvent à l'air libre, apparemment. Alors j'y suis régulièrement, mais c'est vrai, c'est une grande chance. Non, mon sport principal c'est le rugby, donc c'est une vraie soupape, voilà. Et ce que j'apprécie aussi énormément dans ce sport, c'est déjà que c'est un sport collectif, voilà. Et c'est très enrichissant, c'est très voilà, c'est mon sport à moi, ma soupape. Et du coup, à Brest. Et du coup à Brest, exactement. Fameuse équipe de rugby. Brest. Alors pardon. Alors c'est vrai que je te dis Brest, mais il se trouve que j'habite une commune juste à côté.
Mais, mais pour pas faire ça joue au rugby en Bretagne, quoi. Oui, ça joue au rugby en Bretagne, bien sûr. Voilà, et après non, j'ai plein de passions, j'aime l'histoire, voilà, j'aime forcément la nature, donc j'aime découvrir des endroits insolites. Et puis j'aime les bons moments partagés, que ce soit en famille ou entre amis. Voilà, j'aime cette convivialité. Tu nous conseilles quoi, toi qui spécialises des forêts, alors cet été, on doit aller où pour renouer avec la nature française? Après, il y a tellement de beaux endroits en France et de beaux paysages, mais qui sont méconnus. Et c'est peut-être ça aussi. On va réapprendre déjà, ça se fait, mais ce tourisme. En fait, vous allez dans les Cévennes, vous avez des endroits magnifiques. Vous allez en Bretagne. Moi, je suis fraîchement arrivé en Bretagne parce que j'étais historiquement sur le bureau de Paris jusqu'à l'été dernier. Et il se trouve que moi, je suis pas le breton de la bande, mais j'aime beaucoup la Bretagne et je l'assume. Voilà, mais donc, du coup, même découvrir la côte, il y a des endroits magnifiques, partout en fait. On se rend compte que quand on prend le temps de regarder, de se balader, des coins magnifiques partout. Partout. C'est pas ça qui manque. Parfait. Écoute, merci beaucoup Baudouin. Merci à toi Guillaume. Merci pour cette balade en forêt. À très bientôt. Merci Guillaume.